Présentation. C'est une occasion de voir ce que c'est avec mon fils dans 2 ans, il va aller au cégep. Ah ouais? Le choix, Il réfléchit. quelques mots cégep. Réfléchis. Je ne sais pas dans quel programme encore. Il pense que sciences humaines, mais avec le développement, il va l'anglais. C'est pas la réalité. On a fait la visite. Il y a pas mal Il y a les celle-là, c'est ça. Je pense qu'on va commencer un peu à regarder les trucs de programme et tout ça. Je ne sais pas si ça lui convient. C'est quelqu'un qui a besoin de gros. Peut-être un petit cégep. C'est ça. Ouais, non, c'est ça. Hein. Un petit peu comme j'avais pas. Oui, vas-y, pas de problème. Est-ce que je peux d'autres éclairants? Allez voir en arrière pour Pour aller faire une ligne. ouais. Yes, je ne sais pas si dans le 220, vous m'entendez. Fait que là, je fais le petit test pour le cal 220. Il ne va pas être très long. Il va être très long. 1, 2, 3, test. Test. Si vous m'entendez bien. Pour le 220, on fait le test pour le 220.
C'est beaucoup des premières années. Ah, OK. Au sujet, on va l'appeler comme ça. D'initiation au sujet, on s'est dit que même s'il y a des choses qui se répétaient 2 fois par année. Ah oui, c'est toujours bien de répéter. Chez le score. Oui. C'est tellement similaire. Mais c'est un peu de faire. Jamais. C'est géographique. Non, la géographie. Non, mais c'est génial. Jamais. Ça nous permet d'avoir un visuel. Surtout dans ici, là, tu sais, Ah bah, si. le temps pas tellement changeant que tout. Ouais. Le gaz. Ah, c'est sûr, c'est bien. On va regarder, le poisson, on va lève. Par rapport aux espaces québécois canadiens, c'est pas que je vais on s'en rend compte très vite. Non, 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 non. C'est des questions juste Quasiment mieux ça. Je n'avais pas vu de moi. Non, c'est bon. Vous allez moi, je vais C'est que moi, je vais arriver et je vais.
C'est dans quelle journée? Juste un premier petit message. Pour ceux et celles qui voudraient avoir un peu plus d'espace, vous êtes beaucoup. Merci d'être là en grand nombre. Mais on voudrait vous inviter également à vous installer dans d'autres classes qui sont disponibles là, à proximité. Le J 212, 214, 216, 218, toutes les classes de l'autre côté du couloir. Il reste beaucoup de place. Donc, si vous trouvez qu'il fait chaud, que vous êtes collés beaucoup et tout, on vous invite là, maintenant là, à vous déplacer si vous voulez. Mais sinon, vous pouvez rester ici sans problème. Ici, OK. Un seul micro? C'est là, une autre banque, ça, c'est pas bon. Ouais, je te précise. Ouais, allez. Oh, il y a un petit peu de feedback. 1, 2, test, 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 test. Test, test, 1, test. Test, test, test. 1, 2, test.
J'espère que vous allez bien. Mon nom est David Carignan, je suis enseignant en géographie ici au Cégep. Je suis également responsable des activités périscolaires du programme de sciences humaines. Donc, je suis bien heureux là, de t'accueillir ici en grand nombre. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter notre conférencier, M. Francesco Caratorta, qui est professeur à l'Université Laval au département de sciences politiques. Et il est non seulement expert des relations politiques du Moyen-Orient, et moi pour le son. Donc, professeur, expert en relations politiques du Moyen-Orient et également, il a eu la chance de vivre pendant 3 années à Jérusalem. Donc, il va pouvoir parler non seulement là, du conflit, mais également peut-être un peu de son expérience à travers. Donc, je vous rappelle également la conférence, l'objectif, c'est de vous présenter des faits historiques, politiques du conflit. On va démarrer de l'origine jusqu'à aujourd'hui et on va parler également là, à travers des différentes étapes, des différentes dates avec les différentes négociations faites et les principaux acteurs impliqués dans le conflit. Et on va avoir une période de questions là, après environ 1 heure de présentation. Donc, restez bien à l'écoute et je vais céder la parole à M. Francesco. Merci beaucoup. Merci David pour l'invitation. Merci au Cégep de Centrale de m'avoir invité. Oui, ben, en effet, je vais prendre peut-être un peu moins d'1 heure pour essayer d'expliquer, de regarder aux origines du conflit, comment il se développait, aux négociations de paix, pourquoi elles ont échoué, et peut-être essayer de montrer pourquoi aujourd'hui on est là où on en est avec la situation de guerre qui existe depuis le 7 octobre. Ce que je vais faire, je vais démarrer d'une date, 1948. Après, je vais retourner en arrière. Et après, je vais revenir en avant. Donc, c'est un voyage un peu compliqué. Ce n'est pas forcément un ordre chronologique. J'espère que vous allez être capable de suivre. Si vous voulez m'interrompre pour poser des questions pendant que je parle, faites-les sans problème. Mes enfants m'interrompent toujours, donc j'ai l'habitude. En effet, je veux démarrer avec l'établissement de l'État d'Israël au mois de mai 1948. Au mois de mai 1948, les communautés juives qui habitent sur le territoire d'Israël-Palestine, je vais vous montrer, déclarent l'existence de son État. Et la communauté internationale, en effet, reconnaît l'existence de cet État d'Israël en 1948. Les premiers à le reconnaître sont les Américains, les deuxièmes suivis quelques secondes après par l'Union soviétique. Donc, j'imagine que vous connaissez un peu l'histoire. Les 2 grandes superpuissances à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est les 2 premières qui reconnaissent la légitimité, l'existence de l'État d'Israël. Donc, c'est quand même un vote de confiance assez important si les 2 grandes puissances arrivent à se mettre d'accord sur cet enjeu. En effet, et c'est là où je recommence à venir à l'arrière, le territoire sur lequel l'État d'Israël clame sa légitimité ne correspond pas vraiment au plan que les Nations Unies, en 1947, avaient présenté à la communauté arabe qui habite en Palestine et à la communauté juive qui habite en Palestine. En 1947, la présence britannique qui contrôle la région depuis plus ou moins 30 ans, donc depuis la fin de la Première Guerre mondiale, se termine. Les Britanniques partent et ils laissent derrière cette idée de partager la terre en 2, un État pour les Juifs, un État pour les Palestiniens. Un, ça s'appellera Israël, l'autre s'appellera Palestine. Et dit aux Nations Unies, nouvellement créées, c'est vous qui, en regardant la géographie, vous allez faire ces plans. Et plan, derrière de ça. Donc,
Vous voyez, en bleu, c'est l'État d'Israël. Géographiquement, c'est un peu compliqué, mais et en jaune, ça devait devenir l'État arabe. Avec Jérusalem, qui devient une ville chérée par la communauté internationale. Donc, les deux parties ne peuvent pas clamer souveraineté sur Jérusalem. Jérusalem reste une ville internationale, c'est-à-dire on donne le mandat à quelqu'un des Nations Unies de la gérer. Parce que c'est les lieux religieux d'importance pour trois religions monothéistes, donc c'est quand même un lieu particulièrement significatif, et donc la légitimité reste, la souveraineté reste à la communauté internationale. Et en 1947, les grandes puissances, dont l'Union soviétique et les États-Unis, se disent bah, c'est pas un mauvais plan. La terre qui reste, donc 55% c'est l'État israélien et 45% ce sera l'État arabe. Et les Israéliens, ceux qui deviendront les Israéliens, donc la communauté juive, dit oui, ça nous convient. Et donc, pour eux, la chose est réglée en 1947. Et le plan de partition devrait fonctionner. Le problème, c'est que les Palestiniens refusent le plan de partition. Et la raison est assez simple. Ils voient dans les plans de partition non pas le futur État palestinien, mais la perte de 55% de leur territoire. Et donc, l'idée est pourquoi, chez moi, je devrais renoncer à 55% de territoire pour favoriser un groupe qui vient d'ailleurs. On verra comment on arrive à cette décision. Donc, ils refusent de reconnaître la légitimité du plan de partition et, avec l'appui des autres États arabes autour, déclenchent une guerre contre Israël, ou contre la communauté juive. L'effet est contre toute atteinte, c'est les Israéliens qui gagnent la guerre. Personne ne s'y attendait vraiment, mais à l'époque, Israël est soutenu par le bloc communiste, le bloc de l'Union soviétique. Et grâce à des armes, notamment des armes tchécoslovaques, ils arrivent à pas seulement arrêter les armées arabes, mais ils arrivent à grignoter encore plus de territoires. Donc en 1948, ces territoires a l'air un peu différent, parce que toute cette partie devient Israël, cette partie devient Israël, et cette partie devient Israël. Donc tout ce qui est jaune devient bleu, tout ce qui est jaune devient bleu. Et là, tout ce qui est jaune devient bleu. Et donc on reste, en effet, avec une division territoriale beaucoup plus à l'avantage d'Israël que non des Palestiniens après la guerre de 1948. Et ce sera la première d'une longue série de défaites des armées arabes contre Israël. Donc, en 1948, l'État d'Israël est établi, reconnu par la communauté internationale. Mais bien évidemment, cette guerre a provoqué, ça c'est encore aujourd'hui un des cœurs des problèmes qu'on verra vers la fin, ça veut dire que les populations arabes qui sont à l'intérieur d'Israël, qui habitent ici, qui habitent ici, qui habitent ici, sont pour une grande partie soit expulsés vers des autres pays, le Liban, la Syrie, les voisins, soit ils sont poussés à l'intérieur d'un territoire beaucoup plus petit, la bande de Gaza et la Cisjordanie, soit ils sont massacrés. Quand on a une guerre, généralement les civils payent un prix assez important, et une partie sera incorporée à l'intérieur de l'État d'Israël. Donc aujourd'hui, on a des Palestiniens qui ont un statut différent selon l'endroit où ils se trouvent. Il y a les Palestiniens de Gaza, les Palestiniens de la Cisjordanie et les Palestiniens qui sont citoyens d'Israël et qui vivent comme minorité à l'intérieur d'un État juif. L'État juif fait plus ou moins 9 millions d'habitants, 9 et quelques, et presque 20% de la population d'Israël est une population arabe, palestinienne, divisée à 90% musulmans, 10% chrétiens. Okay? Donc, c'est ça
de la minorité palestinienne à l'intérieur d'Israël, je ne vais pas en parler. Je n'ai pas maintenant. Je vais parler, mais je ne veux pas rendre les choses trop compliquées. C'est une question différente par rapport à ce qui se passe d'une certaine manière. Maintenant, je reviens encore à l'arrière. Pourquoi l'État d'Israël a une naissance? Et pour ça, il faut revenir malheureusement à l'histoire européenne. Et je souligne l'histoire européenne. J'imagine que vous le savez, mais c'est peut-être bien de le répéter. Les Juifs ont été depuis toujours en Europe une minorité marginalisée, persécutée et violemment persécutée à certaines périodes depuis pratiquement 2000 ans. La raison est bien sûr religieuse, il y a des raisons économiques, des raisons politiques. La raison religieuse, bien évidemment, les Juifs, depuis la mort de Jésus, ont été accusés d'un crime, même assez fondamental, déicide. Vous avez l'homicide, ça c'est déjà assez grave, mais les déicides, c'est pas mal plus sérieux. Vous êtes accusé d'avoir tué Dieu. Ça un registre, mais c'est quand même pas mal grave, hein, être accusé d'avoir tué Dieu. Et puis de l'avoir tué sciemment. Et ce sera seulement au début des années 60, et là j'ai dit 1960, que l'Église catholique ne reconnaîtra plus les Juifs comme coupables de déicide. Pendant cette période, donc, les Juifs en Europe seront toujours une minorité persécutée, réprimée, marginalisée. Et surtout, victime d'épisodes de violence massives, les pogroms. En dépit du fait qu'ils appartiennent aux différentes communautés nationales. Donc, il y a des Juifs un peu partout, de la France à l'Espagne, de la Pologne à l'Italie, du Royaume-Uni à la Hollande. Ils sont présents partout en Europe comme minorité. Ils parlent la langue, ils sont intégrés, mais toujours soupçonnés d'être une cinquième colonne des potentielles menaces à la nation et qui empêchent la vraie unification de la nation. Si on ne comprend pas ça, c'est impossible de comprendre la politique, les réactions de l'État d'Israël. Ce n'est pas une justification, si vous voulez, on pourra en parler dans la période de questions, mais c'est absolument fondamental de comprendre d'où l'État d'Israël vient. Et ça, bien évidemment, cette discrimination contre les Juifs atteindra son summum pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il y aura l'Holocauste, qui n'est d'autre que en tentative d'extermination sur l'échelle industrielle, pensée et mise en œuvre de manière scientifique pour éliminer complètement un peuple. Je ne sais pas si ça enregistre, mais les traumatismes que ça donne aux survivants, c'est énorme. Si vous pensez au traumatisme générationnel qu'on peut voir, par exemple, parmi les Noirs américains, héritage de l'esclavage, aux Premières Nations ici, c'est pas mal un traumatisme énorme, surtout que cette discrimination contre les Juifs vient de plusieurs siècles, en effet. Là, je vous ai mis juste un petit exemple français, mais vous pouvez le trouver partout. Ça, c'est la figure du Juif méchant, qui appelle les diables, hein, et l'appelle, et le diable sort dans un seau qui est plein de sang pour miner la religion chrétienne. Ça date de 1560. Hein? Donc l'antisémitisme a une histoire très, 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 très longue. Il y a plein d'exemples pareils. Et donc, à la fin du 1800, il y a une série de pogroms particulièrement violents en Europe de l'Est,
surtout, mais en Europe de l'Ouest aussi de moindre taille. Donc, à la fin du 19e siècle, un penseur juif d'origine hongroise, Theodor Herzl, a une idée assez brillante, c'est-à-dire les Juifs d'Europe sont détestés, marginalisés, victimes de violences dans leur propre pays, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Hollande, que ce soit peu importe où. Pourquoi ne pas donner un État aux Juifs où ils seront toujours la majorité et donc jamais victimes de discrimination et de violence, et on va le faire en Palestine, parce que c'est de là où les Juifs sont venus à l'origine, dans le 70 de l'ère commune, après Christ, et qu'après se sont dispersés partout dans le monde. On retourne à notre lieu d'origine. Vous nous donnez cette terre et on résout deux problèmes à la fois. Un bien problème à résoudre, les Juifs ne seront plus victimes de rien. Tous les Juifs vont partir et vont aller dans ce nouvel État. Problème 2 à résoudre, les puissances européennes et les pays européens n'auront plus d'excuses par rapport à leur formation d'unité nationale. Il n'y a plus de Juifs, l'unité nationale, ça peut se faire tranquillement. Donc, on s'en va. La réalité, bien sûr, est que, on le verra dans un moment, la terre sur laquelle ils veulent répartir a deux problèmes, bien évidemment. Le premier, c'est qu'elle n'est pas vide. Donc ça constitue quand même un obstacle. C'est pour ça qu'on avait proposé des autres terres aux Juifs qui étaient plus vides. On leur a proposé l'Ouganda. Mais il se trouve que l'Ouganda n'est pas vide non plus, évidemment. Et en plus, il n'y a pas de connexion historique avec l'Ouganda. Donc, on a proposé le Nebraska aux États-Unis, qui était quand même pas mal vide à l'époque. Mais là aussi, il n'y a pas vraiment des liens. Pour ça, c'est le premier problème. Les terres sont vides, ne sont pas vides. Et le deuxième problème, c'est que la grande majorité des Juifs ne veulent pas aller en Palestine. La grande majorité des Juifs de l'époque, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, fin de 1800, début 1900, à votre avis, ils veulent aller où? Pour émigrer. Ils veulent aller, non, ils veulent aller aux États-Unis, où tout le monde veut aller. Tous les immigrés veulent aller aux États-Unis à la fin du siècle. C'est la terre du miel et du lait. Tout le monde veut y aller. Immigration massive de partout. Immigration massive des Italiens, des Portugais, des Espagnols. Les Irlandais arrivent en masse au début des années 1920. Il commence à avoir aussi les premiers hispaniques qui arrivent. Tout le monde veut aller aux États-Unis. Mais les portes des États-Unis sont assez fermées aux Juifs, parce que l'Amérique est pas mal antisémite, vu que c'est un pays assez chrétien encore à l'époque, et vous avez vu la relation entre le christianisme et les Juifs. La relation n'est pas bonne. Donc, en effet, ils ne veulent pas aller dans la nouvelle terre de Palestine, ils ne peuvent pas aller aux États-Unis, et donc ils restent en Europe. Et ça, ce sera l'erreur, d'une certaine manière. Et la justification de la création ensuite de l'État d'Israël. Les Juifs ont fait confiance aux Européens. Ils sont restés. Et ils sont restés, et ils sont restés, et ils sont restés. Et puis dans les années 30, quand le fascisme est arrivé et le nazisme est arrivé, ils se sont rendus compte qu'ils sont restés trop longtemps et ils étaient piégés à l'intérieur d'une Europe qui voulait les exterminer. Et je voudrais aussi souligner, excusez-moi, on pense toujours à l'Allemagne, et c'est vrai que l'Allemagne a contribué pas mal, mais les Juifs ont été victimes partout en Europe. Tous les pays européens ont contribué directement ou indirectement à l'Holocauste. La France, l'Allemagne, bien sûr, les pays de l'Est de l'Europe, la Russie. Oui. J'y arrive. L'idée, c'est que la majorité reste. La majorité reste. Et la majorité sera tuée. La grande majorité sera tuée.
Et tout le monde contribue, tout le monde se met à contribution. De l'Ukraine jusqu'à la France. Le paradoxe pendant cette période, c'est que les seuls endroits où les Juifs ne sont pas embêtés, c'est les Juifs qui habitent dans les pays arabes. Il y a des centaines de milliers de Juifs qui habitent dans les pays arabes, de l'Algérie, au Maroc, à la Syrie, au Yémen. C'est les seuls endroits où il ne se passe rien. En effet, dans une phrase très connue, les Allemands demandent au roi du Maroc, Mohamed V à l'époque, ils lui demandent de donner les Juifs à l'Allemagne. Comme ça, l'Allemagne peut s'en débarrasser. Et le roi du Maroc, il dit, ici, il n'y a pas de Juifs. Il y a juste des sujets. Il n'y a pas de Juifs. Ça n'existe pas, les Juifs. Il y a des sujets, c'est tout. Et donc, les Juifs marocains survivent, tous. Les Juifs de Syrie survivent. Les Juifs d'Iran survivent. Les Juifs de Syrie survivent. Les Juifs du Yémen survivent. Les Juifs d'Algérie, la grande majorité va survivre. C'est un peu le paradoxe de cette époque. Et malheureusement, en effet, on a la tendance à oublier tout ça aujourd'hui. Et c'est une histoire qui est quand même assez récente. Hein. Ça date de 80 ans, plus ou moins, le refus du roi du Maroc à rendre les Juifs à l'Allemagne. Il a collaboré donc avec les Français et avec les Allemands. La Palestine pour les Juifs. Et ça, c'est la réponse à la question. Tant que la majorité reste en Europe, un tout petit nombre aura la possibilité des États-Unis et des 50, 60, après ça devient difficile de compter tout le monde, mais pendant 30-40 ans, il y a une certaine immigration en Palestine. La Palestine, à l'époque, elle est, jusqu'à la Première Guerre mondiale, elle fait partie du califat, et donc ils demandent la permission d'émigrer, et vu qu'ils sont toutes les minorités, on leur donne la permission, et ensuite, quand il y aura les Anglais donneront la permission aux Juifs qui veulent d'aller s'établir en Israël. Oui. Je peux répondre à ça, à la question. Je peux le dire rapidement si tu veux. Après l'établissement d'Israël, bien évidemment, qui divise, qui met en conflit les Juifs contre les peuples arabes, les Juifs d'Algérie, de Maroc se sentiront victimes d'injustice chez eux et ils préfèrent partir. Les Juifs marocains, ce seront les derniers à partir. Et là, tout de suite, à partir du 48-49, vu l'état conflictuel qui maintenant existe entre les Arabes et Israël, ils préfèrent partir. Et donc, ils quitteront l'Algérie, ils quitteront le Yémen. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, tu as en Israël une large partie de la population qui est juive, mais d'origine yéménite, algérienne, marocaine, égyptienne ou iranienne. Oui. Oui, il y a pas mal de Juifs qui s'étaient installés avec les colons algériens, avec les colons italiens qui sont arrivés avec la France et qui ont occupé et qui ensuite sont partis. Mais il y a aussi plein de Juifs marocains qui étaient là bien avant qu'ils arrivent d'Europe. Oui. Oui, c'est pour ça qu'ils partent. C'est pour ça que tout le monde part. Les Juifs syriens, pareil. Parce que dès qu'il y a un état de guerre entre les États arabes et Israël, c'est sûr que ça a plus de sens pour les Juifs de s'en aller. Oui, je vais les prendre après, sinon les autres questions. Donc, les Britanniques arrivent en 1920 pour gérer la Palestine, plus ou moins. Mais déjà en 1917, ils ont promis que l'endroit qu'ils ont contrôlé va être divisé entre un État arabe et un État palestinien. Un État arabe, excusez-moi, et un État pour les Juifs. Donc, c'est une promesse qui est faite en 1917. Mais déjà, c'est une promesse un peu bidon parce qu'ils promettent quelque chose sans avoir le droit légal de le promettre. C'est facile, non, de payer pour un dîner avec l'argent de quelqu'un d'autre.
c'est un peu la même chose. On va promettre quelque chose à deux groupes, mais sans avoir aucun moyen effectivement légal pour dire que c'est à nous cette terre. Elle n'est pas aux Anglais, elle n'est pas aux Britanniques la terre, mais ils la promettent quand même à deux peuples différents. Et l'histoire entre 1917 et 1948, ce sera une histoire des Anglais qui essayent de satisfaire en même temps les Arabes de Palestine, qui voient de plus en plus de gens arriver de l'extérieur, les Juifs, et les Juifs qui veulent maintenant s'en aller dans l'Europe et irer n'importe où, qui veulent partir, mais auxquels les Anglais ne sont pas si convaincus que ça de les faire arriver en Palestine. Et donc, ce qu'il y a, pendant les années 30 surtout, il y a une guerre civile à trois. Les Britanniques essayent de maintenir le contrôle et tirent sur les Arabes et sur les Juifs. Les Juifs tirent sur les Arabes et les Arabes tirent sur les Juifs. Et les Anglais, en 1947, disent « OK, c'est comme ça, nous on s'en va ». Et en 1948, bien évidemment, si le troisième participant s'en va, il n'en reste que deux, et maintenant il faut combattre l'un avec l'autre pour voir qui contre qui. Et c'est là où Israël gagne, et les Palestiniens perdent. Et les Palestiniens, depuis, bien évidemment, du point de vue idéologique, et ça c'est la clé, essayent de combattre les nationalismes israéliens avec leur propre nationalisme, et ils se basent sur la terre n'était pas vide, la terre était à nous. La terre était à nous à partie entière. C'est pour ça qu'en 1947, ils refusent les plans de partition. En double défi, ils doivent se créer le nationalisme face aux envahisseurs européens. Ça, c'est un peu la clé, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on parle souvent du colonialisme israélien. En effet, la grande majorité, sinon la totalité des Juifs qui arrivent en Palestine dans les années 20, 30 et ensuite après l'Holocauste sont tous d'origine européenne. C'est normal que la population locale, qui a déjà vécu le colonialisme, le voit comme un nouveau colonisateur. C'est évident. Ils ont les mêmes traits, parlent la même langue que les pays coloniaux. Par contre, pour Israël, pour les Juifs, ce n'est pas une entreprise coloniale du tout. C'est un retour chez eux après avoir souffert pour 2000 ans ailleurs. Les deux narrations sont incompatibles. Les Israéliens aujourd'hui et à l'époque, ils étaient dit, OK, colonial comment? Si vous me chassez d'ici, je vais où? C'est quoi ma patrie? C'est la Pologne, on nous a tous massacrés. C'est l'Allemagne, on nous a tous massacrés. C'est la France, qui est venue me chercher chez moi, m'a envoyé au Vélodrome, et puis ensuite du Vélodrome, m'a mis sur un train pour Auschwitz. Et à ce moment-là, l'idée de créer deux États n'est envisagée par personne. On est dans plein de conflits. Et le conflit du 1948 va résoudre d'une certaine manière et de manière temporaire la situation. L'État d'Israël est établi et le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas la création d'un État palestinien. Les terres qui devaient aller aux Palestiniens sont prises par les Jordaniens d'un côté et par les Égyptiens de l'autre côté. Et les Palestiniens donc restent réfugiés dans des pays, enfin, ce ne sont pas leur pays, avec toujours l'idée de vouloir rentrer chez eux, de reprendre ce qui leur appartient et ce qu'ils disent a appartenu depuis des siècles à nous, avant que l'envahisseur arrive. Le soi-disant envahisseur, il dit on n'envahit rien du tout. On a une légitimité historique à cette terre, on est originaire de là, on est voulu nulle part, on nous massacre partout. Cet État, c'est la seule manière de s'en sortir. On ne partira jamais d'ici. Quand on a, d'un côté, on ne partira jamais d'ici, je veux reprendre tout ce qui est à moi,
les conflits deviennent inévitables. Et depuis, c'est un cycle de la violence qui se répète périodiquement. La période clé, c'est la guerre de 1967. La guerre des 6 jours. En 1967, Israël est en guerre contre la Jordanie, l'Égypte et la Syrie en même temps. Et en 6 jours, elle va gagner contre l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. Cette victoire lui permet d'occuper des nouvelles terres dans la région. Et la clé, ils occupent Jérusalem. Maintenant, Jérusalem devient israélienne, sous souveraineté israélienne. C'est un changement énorme, surtout au niveau symbolique. Il rattrape la péninsule du Sinaï. Je vais montrer la carte, peut-être ça va être plus facile. Bon, Israël, c'était ça. Hein? En 48, Israël, c'est ça. Après 67, ils occupent tout ça, qui est Égypte, Gaza, qui est Égypte, ça qui appartenait à la Jordanie, en plus Jérusalem, et ça, c'est les hauteurs du Golan qui appartenaient à la Syrie. En 6 jours, ils attrapent tout ça. Il faut le faire quand même. Mais en le faisant, ils ont maintenant la responsabilité directe de gérer aussi les habitants qui sont là. Et là, Cisjordanie et Gaza, il y a les Palestiniens qui maintenant sont directement occupés par l'administration militaire israélienne. Et c'est ça qui change en effet la donne de leurs relations. En 1973, tous ces territoires sont rendus à l'Égypte. Donc le problème se termine. L'occupation dure 6 ans, de 67 à 73. Après tout ça, ça s'est rendu à l'Égypte avec des accords de paix. Ça, ce territoire ne sera jamais rendu à la Syrie. En effet, en 1982, il sera annexé directement à l'État d'Israël. Et donc, ça devient Israël. Et les Syriens perdent ce territoire. Les vrais problèmes sont ensuite ici. Gaza et Cisjordanie. Pourquoi? Parce que les Israéliens voient ces territoires comme des territoires à coloniser et éventuellement intégrer. Et c'est pour ça qu'il y a des centaines de milliers de colonies israéliennes ici, et il y en avait pas mal ici à Gaza jusqu'en 2005. Ils sont partis. Et du point de vue stratégique, si l'ennemi vient du sud, vient de l'est et vient du nord, ben ça a du sens de fortifier cet endroit pour éviter que l'ennemi arrive soudainement sur les territoires d'Israël. Donc, pour des raisons stratégiques et pour des raisons démographiques, il faut occuper militairement ces 2 régions, envoyer des citoyens israéliens y habiter, et en faisant ça, ils deviennent une puissance qui occupe les territoires d'un autre peuple et qui gère les affaires d'un autre peuple à travers l'administration militaire. La réaction est, bien évidemment, les débuts de la lutte de libération terroriste. J'utilise les deux, hein, comme ça, parce que pour les Israéliens, c'est terrorisme, pour les autres, c'est lutte de libération, je vous laisse décider. Il va s'en plaindre dans les années 70 et 80, avec pas mal de conflits, d'actes de violence de 2 côtés. Jusqu'à quand? En 1988, il y a une révolte, elle commence au mois de décembre 87, mais pas grave. Et il y a une révolte dans les territoires occupés, Gaza et Cisjordanie, de la part des Palestiniens, qui manifestent de manière assez importante qu'ils en ont marre de la présence israélienne sur leur territoire. Et la réaction d'Israël sera double. Sur le court terme, ils essayent de mettre fin à cette révolte. Et ils le font de manière
parfois assez violentes. Mais ils essayent de tuer le moins de gens possible. En effet, c'est l'époque, d'un côté, les jeunes Palestiniens balancent des cailloux contre les colons et l'armée israélienne, et l'armée israélienne répond en cassant le bras de ceux qui balancent les cailloux. Si vous regardez les documentaires, pour la première fois, c'est une télé américaine en effet, qui arrive à filmer un soldat israélien qui casse le bras d'un enfant. L'enfant est attrapé pendant qu'il balance un caillou par deux soldats. Un soldat lui tord le bras et l'autre, avec le fusil, il lui casse le bras là, comme ça. Hein? Et tout le monde se disait, mon Dieu, ça c'est la réalité de l'occupation, hein? La violence que ça engendre. Et aujourd'hui, 35 ans après, on n'est plus au caillou et au bras cassé. Hein? Et donc, les cycles de la violence deviennent de pire en pire. Les deux qui se rendent compte que ça peut aller de pire en pire, si on ne s'arrête pas, c'est les deux leaders de l'époque. Du côté palestinien, il y a Yasser Arafat, qui est le leader de la résistance palestinienne, et de l'autre, il y a un ancien général israélien qui est entré en politique et qui est devenu Premier ministre, Yitzhak Rabin. Et les deux mènent des négociations secrètes, parce qu'ils ont peur de mener des négociations publiques, ils ont peur des extrémistes dans leur propre camp. Ils mènent des négociations qui, enfin, nous donnent ce qu'on appelle les accords de Oslo, en 1993. Donc, quelques années de négociations pour se dire, il faut qu'on fasse la paix. Il faut qu'on arrête le cycle de la violence, parce que le cycle de la violence va s'empirer si on ne s'arrête pas. Il faut qu'on trouve un accord pour vivre sur cette terre ensemble. Et il part du principe de coexistence. Il y a déjà un État juif, et donc les Palestiniens reconnaissent l'État d'Israël, officiellement. Ça veut dire que l'idée de détruire l'État d'Israël est mise de côté. On ne va pas, la demande des Palestiniens n'est pas de balayer l'État d'Israël. C'est juste de le reconnaître. Et par contre, en échange, Israël devra donner la possibilité aux Palestiniens de créer leur propre État. Donc la première partie des accords est en effet la partie qui, encore aujourd'hui, reste d'une certaine manière, c'est-à-dire la reconnaissance réciproque, légale. Les Israéliens reconnaissent qu'il y a une demande légitime des Palestiniens à avoir un État, et les Palestiniens reconnaissent qu'il y a un droit légitime d'exister pour Israël. La deuxième partie, c'est de retourner au plan de partition de 1947, une quarantaine d'années après, et essayer de voir si on peut se partager les territoires de cette manière. Et l'idée est que ça devient Palestine, ça devient Palestine. Là, on fait une espèce de tunnel, de pont, je ne sais pas quoi, pour réunir les deux. Comme ça, il y a la continuité territoriale. Et ça deviendrait l'État palestinien. Et le reste Israël. Il y a deux États. Donc, la two-state solution, la solution à deux États. Et tous les deux s'engagent pour ça. Mais, même s'ils l'avaient prévu, ils ne s'attendent pas la réaction assez radicale et très violente des gens dans leur propre camp. Quand on fait un accord qui balaie d'une certaine manière les certitudes d'avant, c'est inévitable qu'il y ait à l'intérieur de ton propre camp quelqu'un qui dit « on a trahi l'objectif ultime ». D'un côté, le Hamas, en automne 1993, commence avec les fameux kamikazes. Okay? Donc, ils se mettent de l'explosif, ils vont quelque part, lieu public, et ils se font sauter. Et en 1994, les extrémistes de l'autre côté font quelque chose de similaire. L'épisode le plus connu, le plus important,
c'est un colon israélien qui s'appelle Baruch Goldstein, qui en effet, à l'origine, n'est pas israélien, il est américain, il est né à Brooklyn, okay? Qui, armé d'une mitrailleuse, ira dans un lieu saint musulman, il se met derrière une colonne et il commence à tirer sur les fidèles. Et il en tue des dizaines. Et au lieu, il sera tué, hein, à un moment, quelqu'un arrive à l'atteindre, il sera tué. Mais les problèmes, d'un côté comme de l'autre, c'est que ces actes de violence sont glorifiés. Baruch Goldstein, par exemple, aujourd'hui, sur son tombeau à Jérusalem, on peut encore y aller et laisser des billets de remerciement pour ce qu'il a fait. Ça, c'est la logique. Okay? Et ça veut dire que si les extrémistes parlent avec la violence, ils deviennent de plus en plus difficiles pour ceux qui ont initié les processus de paix de les continuer. Et la méfiance arrive, l'absence de confiance arrive, parce que les actes sont tellement violents que vont bousculer aussi l'enthousiasme de la majorité de la population. Si tu es israélien, est-ce que tu vois que les accords de paix te donnent les kamikazes dans tes bars, dans tes restaurants et sur tes autobus? Tu n'es pas tellement convaincu que ça va fonctionner. Si de l'autre côté, on voit que la colonisation ne s'arrête pas et qu'en effet, les colons armés tirent de manière indiscriminée sur les gens, c'est peut-être pas un accord de paix génial non plus. Hein. Et une fois que tu perds les soutiens populaires, l'accord de paix va tomber, en effet. Surtout que tout de suite après, le premier ministre israélien Rabin sera tué par un extrémiste israélien. Donc, un extrémiste israélien qui ne voulait pas des accords de paix tue le premier ministre. Dans une anecdote assez intéressant et troublant, la personne qui le tue est un extrémiste religieux qui avait été motivé à tuer les premiers ministres israéliens par celui qui aujourd'hui est le ministre de l'Intérieur d'Israël. On fait carrière. Mais c'est la logique du tout ou rien qui commence à arriver des deux côtés. L'idée de faire un compromis meurt assez rapidement. Et depuis, en effet, les cycles de violence se poursuivent. Ça n'a pas commencé le 7 octobre. Hein. Pour les Palestiniens, la violence est presque quotidienne. L'état d'occupation en Cisjordanie. Et pour les Israéliens, la peur est aussi quotidienne. Et dans ces climats, c'est impossible d'arriver à un accord ou de revenir sur ces accords qui étaient quand même des accords particulièrement importants à cause de la légitimation réciproque, oui. J'y arrive. Comment? Ah, excuse-moi, oui. De quoi ils ont peur? C'est ça, les Israéliens? J'y arrive. C'est une question tout à fait légitime. Israël, donc, continue dans sa poursuite d'occupation territoriale, construit encore plus des colonies, même qu'ils s'en vont de Gaza en 2005. Les colonies qu'il y a à Gaza sont enlevées en 2005, paradoxalement par Ariel Sharon, et depuis, Gaza est encerclé. Il y a un blocus, ça se dit en français, un blocus autour de la bande de Gaza, qui est d'ailleurs l'endroit au monde où il y a la plus grande densité de population. Habiter littéralement les uns sur les autres. Il y a 20 ans, je pense que la population était à 1,7 million, maintenant c'est à 2,3 millions. Donc c'est un endroit particulièrement difficile où habiter quand tu es pratiquement encerclé. Oui. Ces colonies et à encercler le territoire.
à partir jusqu'au 6 octobre, il n'y avait pas, je vais reprendre la carte, il n'y a pas de présence militaire israélienne à l'intérieur de la bande de Gaza. Les Israéliens contrôlent ce qui se passe à Gaza de l'extérieur. Par contre, en Cisjordanie, il y a l'occupation militaire. Les Israéliens sont à l'intérieur de la Cisjordanie, avec les colons. Là, il n'y a pas de colons et pas d'armée à l'intérieur. Les blocus est externe. Avec Arefat, deux seuls points d'entrée. Il y a Eretz en haut, Arefat en bas. 2 points d'entrée. Un qui donne sur l'Égypte et l'autre qui donne sur Israël. Oui. J'y arrive. J'ai tout prévu, j'anticipe. J'y arrive. Dieu, beaucoup de questions. Bon, voilà, ça c'est la fameuse photo de Clinton et Arafat qui se serrent la main, de Rabin et Arafat qui se serrent la main devant Clinton en 1993, qui font des accords de paix. Arafat est assez content parce que enfin il a la reconnaissance que les Palestiniens méritent. Et il voit déjà, et il se voit déjà à la tête du nouvel État palestinien, et surtout, il lui donne la permission de rentrer en Palestine, qui est quand même énorme. Rabin n'a pas l'air si convaincu que ça, mais parce qu'il sait quels sont les prix qu'il va payer sur le court terme. Il le sait déjà, et je vais vous expliquer pourquoi il le sait déjà. Et en effet, dans ses mémoires, il le sait qu'il va mourir. Quand il écrit à sa femme, il sait que ça va lui coûter probablement la vie. Parce qu'il entend les discours autour de lui une fois qu'il retourne en Israël. Et en effet, pour lui, la honte la plus grave de sa vie, c'est qu'on va mettre une swastika nazie contre lui devant sa maison. Il est accusé par les extrémistes d'être un nazi, quelqu'un qui veut la mort du peuple juif à travers l'accord de Oslo. Et c'est lui qui fait la swastika, est encouragé par le toujours notoire ministre de l'Intérieur. Qui en effet se présentera en 1994 à la télé avec, vous savez, les petits machins que les Mercedes ont devant, les symboles Mercedes. En effet, il se présente à la télé avec ça et il les montre. Et il dit, cette fois-ci, on a seulement atteint la voiture, mais la prochaine fois, on arrivera à l'attraper. Je répète, ce gars aujourd'hui, il est le ministre de l'Intérieur du gouvernement Netanyahu. Eh oui, putain. C'est pas grave si tu l'as mis fort, c'est pas grave. C'est ce que tout le monde pense de toute façon. L'échec d'Oslo, on essaye de se rattraper. On aura plusieurs tours de négociation. Il y aura Oslo 2, Taba 1, Taba 2, il y aura le rendez-vous d'Abermort, il y aura énormément d'autres rencontres, mais la réalité est qu'il y a un désaccord fondamental sur plusieurs enjeux. Et on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ces enjeux. En partie, et je vais ensuite répondre à ta question, parce que ces désaccords se basent aussi en partie sur l'irrationnel et en partie sur une expérience vécue qui laisse toujours un héritage important dans les décisions politiques. Alors, donc ils sont en désaccord sur Jérusalem. Okay? Dans une solution potentielle, celle qui était prévue par Oslo, on dit, on a une ville et tous les deux, on la veut comme capitale et comme symbole. Qu'est-ce qu'on fait? On partage. On partage. C'est simple à dire, on partage. Mais la majorité du public de deux côtés veut l'exclusivité de la souveraineté. Pourquoi? Parce qu'il y a les lieux saints à Jérusalem. C'est qui contrôle les lieux saints? C'est qui contrôle la mosquée d'Al-Aqsa, qui est construite sur les deuxièmes temples juifs. Et à côté, les sépulcres chrétiens. C'est qui contrôle ça? Ah oui, c'est Israël. Aujourd'hui, c'est Israël. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas laisser la moitié. Si tu contrôles, pourquoi tu veux laisser la moitié? Ça, c'est le raisonnement. Oui. Non. Jérusalem-Est fait partie des territoires occupés. Donc, il y a des Palestiniens qui habitent, mais c'est occupé militairement par Israël et par les colons israéliens.
Et ça aussi, j'y arrive, c'est un autre problème. Donc, la souveraineté exclusive sur Jérusalem, si tu l'as, tu ne veux pas y renoncer. Si tu ne l'as pas, et on t'offre la moitié, peut-être que tu la prends. Mais pourquoi je te devrais donner la moitié si je réfléchis peut-être que dans 100 ans, tu vas vouloir pour un partie entière. Et donc, je te la contrôle, je ne te la donne pas. Simple, non? Comment on va résoudre? Deuxième, les réfugiés palestiniens. En 1948, comme je vous avais dit, plein de Palestiniens sont forcés à partir. Ils doivent quitter leur pays. Et ils vont habiter dans des autres pays comme réfugiés. Alors, ces réfugiés, selon le droit international, ont le droit de retourner. Les fameux droits de retour. Oui. Mais ils devraient retourner aussi en partie. Pas seulement ils devraient retourner ici, dans le futur éventuel État palestinien, mais en effet, ils ont le droit de retourner ici aussi. Parce que c'est de là qu'ils sont partis. Le problème, c'est qu'il y en a des millions de réfugiés. Et soit on leur dit qu'ils ne peuvent pas rentrer, ce qui est inacceptable, et ce n'est pas inacceptable seulement pour les Palestiniens, hein. C'est inacceptable aussi pour les pays autour. Parce que ça veut dire, dans les pays autour qui hébergent les réfugiés palestiniens, que ces Palestiniens-là doivent devenir citoyens des pays où ils sont. On ne peut pas les laisser dans une condition de réfugiés permanente. En même temps, pourquoi Israël devrait répondre aux réfugiés? Ils sont en lutte avec les Palestiniens et ils décident dans un accord de paix de se ramasser 2 ou 3 millions de Palestiniens à l'intérieur de leur territoire? Non. Et donc, dans les négociations les plus récentes, Tzipi Livni, qui était la ministre des Affaires étrangères, palestinien lui demande, OK, peut-être qu'ils ne vont pas tous rentrer. On va être satisfait avec un nombre suffisant pour dire qu'on a gagné quelque chose. Dans toute négociation, tu dois être capable de dire que tu as gagné quelque chose. Et il lui demande combien de réfugiés seraient acceptables pour Israël de réavoir sur son territoire, de façon symbolique même. Et Tzipi Livni dit zéro, aucun. Et pourquoi elle devrait dire oui? Elle est en train de gagner. Oui. Oui. Non. Non, c'est des citoyens. Est-ce que les citoyens, est-ce que les Palestiniens qui sont citoyens d'Israël sont citoyens à plein parti? Oui. Donc, ils ont le droit de, à plein parti presque, ils ont le droit de vote, en tout cas, et jouissent de tous les droits civils. Ils ont leur parti politique représenté au Parlement israélien. Ils ne sont pas réfugiés. Ils sont citoyens israéliens. Point problématique, les colonies. Dans tout accord qui doit voir l'établissement des 2 États, c'est sûr qu'il faut enlever les colonies israéliennes sur les territoires qui aujourd'hui est la Cisjordanie. Le problème, c'est que sur ces territoires, il y a presque 600 000 colons israéliens, donc qui sont citoyens israéliens, mais qui habitent dans les territoires occupés en Cisjordanie. Comment on fait pour démanteler l'infrastructure, les maisons, les industries, les routes, les écoles, les universités, où il y a 600 000 personnes qui habitent? Impossible. Et c'est une condition pas acceptable pour une partie très influente de la population israélienne qui vote justement pour garder les colonies. Et en démocratie, il faut écouter l'électorat, apparemment. Hein? Enfin, au problème, il n'y a que des problèmes. Hein. Mais ça, vous le savez maintenant qu'il n'y a que des problèmes. Mettons qu'on arrive à résoudre tous les autres problèmes, ce qui ne va jamais se passer. Mettons qu'on y arrive. Mettons qu'on crée un État palestinien, ici et ici. Okay? Ici, ça voudrait dire que le nouvel État palestinien a une frontière avec l'Égypte. Et ici, ça veut dire qu'il a une frontière avec la Jordanie.
2 États. Le problème, c'est qu'Israël se dit, ben, moi, je suis incertain par rapport à ma propre sécurité, et donc je veux contrôler ceux qui rentrent, ceux qui sortent de la frontière avec l'Égypte, avec la Jordanie. Et les Palestiniens disent, comme ça, j'ai mon État, et je ne contrôle pas mes frontières. Je suis quoi comme État? Donc, ça voudrait dire que ici, dans l'État palestinien futur éventuel, la frontière est gardée par les Israéliens. Et là aussi, elle est gardée par les Israéliens, qui regardent et qui contrôlent ceux qui rentrent, ceux qui sortent. Pas seulement, mais ils demandent que la Palestine soit démilitarisée. Donc, tu as un État sans armée et sans frontières. Et tu fais quoi? D'autre côté, et si vous regardez les débats d'aujourd'hui, ils se disent, est-ce qu'on va vraiment laisser les frontières à des gens qui ensuite, quand ils en ont la possibilité, comme à Gaza, il faut rentrer les moyens pour le tuer? Missiles, drones, explosifs, Kalachnikov et tout le reste. La réponse est non, hein, d'ailleurs. Là où vous êtes incertaine. Et donc, c'est un échec. Et c'est un échec depuis 1993, le processus de paix. En effet, il n'y a pas de processus de paix. Hein? Il y a toujours la question, c'est à qui la faute? Moi, j'ai la réponse, la mienne, mais je la garde pour moi. Par contre, je vous fais la liste de toutes les réponses qui ont été données. Et il y en a une ou toutes qui s'applique. À vous de décider. Alors, première, c'est les Israéliens négocient en mauvaise foi. Des fois, ils ont peur. Ils ont tout. Ils ont les armes. Ils ont la bombe nucléaire. Ils ont une armée énorme. Et surtout, ils ont les Américains. De quoi ils ont peur? Et donc, les Israéliens, qu'est-ce qu'ils font? Ils négocient en mauvaise foi. Ils attrapent le plus de terres possible en repoussant un accord le plus loin possible. Jusqu'à quand? Ben, le terrain dira, on a tout occupé, maintenant, tout ça est à nous. Et ils diront au revoir aux Palestiniens en les poussant soit vers l'Égypte, soit vers la Jordanie. Comment? Ça, c'est une explication. L'autre, c'est les Palestiniens qui négocient en mauvaise foi. En 2000, le premier ministre israélien dit à Arafat, il s'appelle Ehud Barak à l'époque, il lui dit, je te donne tout ce que tu veux, sauf la souveraineté sur Jérusalem. Je te donne toute la Cisjordanie, tout Gaza, et je vais enlever les colonies. Mais je ne peux pas te donner le droit de retour d'un réfugié, et je ne peux pas te donner la souveraineté sur Jérusalem. Et Arafat dit non. Pourquoi il dit non? Parce qu'il a peur. Si c'est pour lui, il dirait même oui. Et qu'est-ce qu'il a vu Arafat quand il était vivant? Si tu fais un compromis de trop, ou qui est perçu comme un compromis de trop, il passe. Et vu qu'il sait qu'il y a en Palestine pas mal de gens qui voudraient bien le traiter de traître et de l'éliminer, il est obligé de dire non. Et donc il dit non et il refuse. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il se voit un peu en danger à long terme, menacé par la Hamas, l'Islamic Jihad, il permet le déclenchement de la violence pour garder la tête du mouvement. Parce que tu dois suivre la volonté populaire. La volonté populaire, c'est quelque chose que je vais parler en dernier. C'est pas mal intéressant. J'arrive. Là, il y a le gouvernement des coalitions Israël empêche une solution. C'est normal. Dans un gouvernement de coalition, c'est les partis qui te donnent la possibilité de gouverner qui demandent plus. Et les partis qui te demandent plus, c'est toujours les partis religieuses. Il y a les spoilers, ceux qui ruinent le jeu de la paix.
d'un côté comme de l'autre. Et ensuite, tu as les Américains qui ne s'engagent pas. Mais surtout, il n'y a pas de leadership. Il n'y a pas de capacité, ni d'un côté ni de l'autre, d'exprimer des leaders qui puissent dire la vérité à leur propre camp et de négocier en bonne foi. Et pour l'instant, on n'en voit pas. Excusez-moi. Et puis, il y a ça, la question des rapports de force. Tu es en train de gagner, pourquoi donner quelque chose? Et tu es en train de perdre, et tu penses que tu as tout donné, pourquoi pas juste résister avec tout moyen? Tout conflit, généralement, va se résoudre si l'équilibre des forces n'est pas à égal, mais s'il y a un côté qui n'est pas énormément plus puissant que l'autre. Ici, ce n'est pas le cas. Dans les autres conflits avec lesquels le conflit israélien a été comparé, à un moment, il y a eu un certain équilibre, et c'est là qu'on arrive à trouver la paix. Quand les deux côtés aussi sont fatigués de se faire la guerre. Les conflits avec lesquels étaient plus comparés, c'est les conflits en Irlande du Nord. Enfin, si vous connaissez les détails, ce n'est pas grave. Par contre, avant d'arriver à signer la paix, en Irlande du Nord, ça a pris 8 siècles. 800 ans. Là, on est à l'année 85, 75, quelque chose comme ça. Donc, ils ont encore 525 années de cycle de la violence. Et après, peut-être, on va dire, bon, peut-être c'est assez. Et je termine avec cette bonne nouvelle. Merci. Merci beaucoup. Merci énormément. Il nous reste environ une quinzaine de minutes pour la période de questions. Je rappelle que pour la période de questions, on a un micro à l'avant, un micro à l'arrière, et j'invite ceux qui sont dans les classes avoisinantes à venir vous présenter pour poser vos questions. Et je rappelle également pour M. Francesco Caratorta va répondre essentiellement aux questions qui portent sur les faits qui ont été présentés. Donc, n'hésitez pas, je peux également circuler si vous voulez pour récolter les questions. Je pense qu'il y en avait une là et une là. Au début, vous avez mentionné que vous avez vécu à Jérusalem pendant 3 ans. Ouais. J'étais juste curieux par rapport à comment c'était là-bas. Je voulais savoir comment vous avez vécu ça. C'était comme aujourd'hui, parce que j'y ai passé 2002-2005, des années très difficiles, c'était les années des attentats kamikazes, c'était les fermetures de l'armée, les incursions et tout ça. Du point de vue personnel, c'est particulièrement simple si c'était un étranger, parce que tu n'es pas dans la mêlée, tu n'es pas dans ce qui se passe. Mais c'est sûr que le voir, même comme spectateur, c'est difficile. C'est difficile. Mais tu comprends mieux la réalité dont ta collègue discutait aussi avant, de pourquoi certains ont peur, pourquoi certains se comportent de la manière dont se comportent. Ça te permet de le voir d'une certaine manière. Théoriquement, tu le sais, non, tu l'imagines, mais de le voir, ça te confirme malheureusement pas mal de choses. Donc, c'était pas facile, mais bon. C'était une expérience que maintenant je garde, que j'en parle assez volontiers. C'était une expérience de vie c'était pas mal. J'étais jeune aussi, donc ça c'était pas mal non plus. Et j'y retourne de temps en temps. Et si je dois être honnête, ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, ce n'est pas seulement pour moi, ce n'est pas une grosse surprise. S'il n'y a pas de solution politique, c'est sûr qu'il n'y aura pas de solution militaire. Mais pour l'instant, on essaye la solution militaire. La solution militaire, ça ne va pas fonctionner. Tout le monde essaie d'ailleurs. Hein. Tout le monde essaie. J'aime bien citer cette statistique, ce sondage qui a été fait d'ailleurs en 2003. En 2003, à l'Université de Tel Aviv et les centres d'études palestiniens ont fait il y a pas mal de collaborations entre les deux côtés, hein, d'ailleurs sur plusieurs niveaux.
Ils ont mené un sondage, chacun de son côté, d'une certaine manière, pour demander, ils ont demandé aux Palestiniens, est-ce que vous êtes d'accord avec les attentats kamikazes contre les civils israéliens? Et 60% des Palestiniens ont dit oui. De l'autre côté, on a demandé aux Israéliens, vous êtes d'accord avec les incursions de l'armée, les attentats ciblés et la destruction des maisons des Palestiniens et tout ça? Et 75% ont dit oui. La question suivante pour les deux était, est-ce que vous pensez que ces actions vont servir à faire gagner votre côté ou amener la paix? Et 25% a dit absolument pas, c'est inutile. Mais l'idée sur les courts termes, ce qu'on veut, c'est la violence et la vengeance, même si ça ne sert à rien. Et malheureusement, ce cycle se répète très, très, très souvent. Tout le monde veut la paix, mais ce n'est pas vrai. Tout le monde veut la paix comme ça lui convient à lui. Et il n'y a pas encore l'esprit des compromis. D'un parti, parce qu'ils sont en train de gagner, pourquoi faire des compromis? Et de l'autre partie, ils se disent, on a fait des compromis déjà sur tout, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et donc, on passe à une autre stratégie. Ce sera de conduire. Mais ça, tu les vois aussi pendant que tu le vis. Et tu t'en rends compte pendant que tu le vis. Et que tu le vois tous les jours. Oui. Quelque chose, s'ils veulent une partie de territoire, c'est normal aussi, là, parce que les deux peuples disent qu'ils sont autochtones à la région. Ce que je me demandais, c'est que si un jour, comme peut-être dans 800 ans, il y a enfin un accord avec le territoire israélien, le territoire palestinien, est-ce qu'un jour il va y avoir la paix? Parce qu'on voit un peu partout dans le monde que même des gens qui sont israéliens sont pour que les Palestiniens aient un territoire à eux autres. Puis, il y en a au contraire, les autres, il y en a au contraire qui veulent que ce soit Palestine, soit Israël. Mais est-ce qu'on peut croire qu'un jour il y aurait la paix ou c'est cause perdue? Parce que j'ai l'impression que depuis le début, justement, avec les attaques du 7 octobre du Hamas, j'ai l'impression que ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément beaucoup d'antisémitisme. Puis même en ligne, c'est vraiment intense. Puis il y a énormément aussi d'islamophobie en ligne et en vraie vie aussi. Puis j'ai l'impression que les gens, ils vont juste essayer de se prendre un camp, comme un genre de match de hockey, au lieu d'essayer de penser à la paix autour de ça. Je ne sais pas si je l'explique. Non, tu l'expliques très, 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 très bien. Je crois, et je m'en excuse, c'est donner cette impression que les deux camps sont comme unis, unifiés, et qu'il n'y a pas de voie de dissension. Ce n'est pas le cas. C'est pour ça que peut-être je vais vous montrer, oh, excusez-moi, celle-là, vite fait, et celle d'après. Ça, c'est les partis politiques israéliens. Et bah, c'est peut-être un peu petit, mais David, à la présentation, vous pouvez la regarder. Et vous avez des positions complètement différentes à l'intérieur du Parlement israélien par rapport à la question des deux États, par exemple. Donc, il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent qu'il faut faire un compromis, et il y en a qui disent absolument pas. Donc, il y a des divisions énormes. Par contre, pour l'instant, la majorité est pour ceux qui disent non. De l'autre côté, vous avez les résultats des dernières élections palestiniennes, qui malheureusement datent de 2006, hein, donc ça fait. Change and Reform, en effet, c'est les noms du Hamas. Quand ils se présentent aux élections, ils ne s'appellent pas Hamas, ils utilisent un autre nom. Ils ont gagné 74 sièges sur 132. C'est important. Et le fait qu'il y a cette majorité en Palestine et la majorité de droite en Israël fait en sorte qu'il semble que c'est les deux seules voix qu'on entend. C'est ça qui est dommage. Mais elles sont pas seulement, il n'y a pas seulement ces voix. Et en même temps, c'est normal qu'en temps de conflit, et ça on le voit partout, et ce n'est pas seulement israélien, ce n'est pas seulement palestinien, tout le monde a
un sentiment de devoir se rallier au drapeau. Une fois que cette phase de violence sera terminée, va se terminer en ces jours, ben peut-être, et c'est ça l'espoir qu'ils ont beaucoup, on va réviser où on est et vraiment travailler pour quelque chose d'autre puisse arriver. Mais il faut aussi avoir l'opinion publique avec soi. Et pour l'instant, l'opinion publique va dans l'autre sens. En Israël, ça fait 16 ans que Netanyahou était resté au pouvoir en tout. Il a gouverné Israël plus longtemps que David Ben Gourion. C'est lui qui a fondé la nation. C'est énorme. C'est énorme. 16 ans comme Premier ministre. L'électorat est là en ce moment. Oui. Génocide et non d'un conflit. Parce que oui, on est d'accord, parce qu'il y a eu 11 000 morts et plus depuis ce dernier mois. Et on parle du 7 octobre, mais pourquoi on ne peut pas parler du 6 octobre, du 8 octobre, du 9 octobre, du 10 octobre? Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas seulement le Hamas qui a eu un effet sur l'État israélien, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu des bombardements sur des hôpitaux, sur des civils, et ainsi de suite. Et est-ce que la vie de juifs contre le palestinien? C'est une bonne question. Je ne sais pas, je ne suis pas un expert de droit international. Ce qui est clair, c'est que tous les deux ont commis des crimes de guerre pendant les dernières semaines. Je pense que ça, c'est assez clair et accepté par tout le monde. D'une certaine manière, je crois que les deux côtés s'en fichent d'avoir commis des crimes de guerre. De toute façon, pas grand-chose va arriver ni aux uns ni aux autres. Le problème politique fondamental, et c'est là, je pense, que tu as raison, c'est que il ne date pas du 7 octobre. Et si on n'arrive pas à résoudre la question politique, c'est-à-dire qu'il y a deux côtés qui réclament le même territoire et qui n'ont pas encore trouvé les moyens de décider de comment le partager, on peut avoir toutes les opérations militaires qu'on veut, ça ne changera pas la donne. Du point de vue stratégique, l'idée de Netanyahou de détruire Hamas, il le sait que c'est impossible. Il faut jouer pour la galerie. Il a besoin de le dire à son électorat. Tout le monde le sait qu'il ne va pas le détruire. Aussi, il le détruit dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si on n'y a pas de solution politique, un autre truc qui s'appellera pas Hamas, mais qui s'appellera autre chose, va monter. C'est inévitable. D'autre côté, si le Hamas et Islamic Jihad pensent qu'avec ces attentats ou des attentats similaires qui vont se produire probablement dans le futur, les Israéliens vont prendre leur clic et leur claque et partir, ça aussi, ils le savent que ça ne va pas se passer. Donc, tout le monde sait que les choses qu'ils promettent ne vont pas se passer. Et c'est pour ça que je parlais d'absence de vrai leadership. Parce que personne n'a courage de regarder en face la réalité et trouver un accord politique et non pas militaire. Je vous répète, on est quand même assez tôt dans le conflit, malheureusement. Oui. Quelques moments, je connais des personnes dans ma famille qui ne peuvent plus rentrer en Palestine. Je pense que malheureusement, c'est dans la logique du conflit. Si je contrôle les frontières, je suis en train de gagner, je contrôle le territoire, est-ce que j'aurais envie d'avoir des gens qui ne me sont pas particulièrement sympathiques, qui rentrent et qui sortent de chez moi? Après, parce que je le considère chez moi. Ça me semble un peu rentrer dans la logique du conflit, malheureusement. Je répète, c'est des vexations d'une certaine manière inutiles, mais qui renforcent quand même une certaine idée de ce que l'État est, de ce que l'État devrait faire, dans le cas de l'État d'Israël, de ce qu'Israël devrait faire. Oui, oui. Ah, merci.
on est déjà dit que c'est un groupe terroriste. Pourquoi autant d'hiver nommé à dire que si Israël présentement, c'est un génocide, il est fait d'avoir une une pris la peuple palestinien en savoir que si c'est eux les responsables le fait que Hamas est dans la propre palestinienne à Gaza depuis présentement. Donc, on dirait que pour nous, il n'y a pas de dépendance que les civils morts en train d'éliminer Hamas. Est-ce que c'est important de reconnaître les chiffres qui ont dit que oui, Hamas a fait une attaque envers Israël en février, mais est-ce qu'on va continuer c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense qu'il faut la regarder de trois manières différentes d'y répondre d'une certaine manière. La première, c'est, je pense que si tu regardes les rapports des organisations internationales non gouvernementales des Nations Unies, je crois que tu trouveras assez facilement l'accusation de crimes contre l'humanité portée contre Israël tant qu'elle est portée contre Hamas. Donc ça, c'est une manière de la communauté internationale de au moins reconnaître que la punition collective ne devrait pas être, ne devrait pas faire partie des opérations militaires d'Israël. La deuxième façon de le voir, c'est de dire, si on pense que dans des conflits pareils ou dans des conflits en général, les parties se mettent à respecter les règles de guerre, on rêve. Les deux parties veulent gagner. Et tu gagnes avec ce que tu as. Et si ce que tu as, tu as beaucoup de forces militaires, c'est comme ça que tu veux gagner. Et que c'est de rêver de penser qu'ils s'intéressent aux règles de guerre, aux problèmes que ça pourrait donner en termes de crimes de l'égalité internationale. La troisième manière est de regarder à ça, non pas comme un épisode, non ce qui se passe à partir du 7 octobre, mais de regarder sur la longue durée. Et c'est là le vrai problème, que la narration de ce qui se passe et de ce qui s'est passé, même si on se parle de mêmes faits, tout le monde reconnaît les faits, mais l'interprétation des faits et la narration des Israéliens et des Palestiniens est complètement à l'opposé sur presque tout. Je te donne un petit exemple. Les blocus de Gaza. Les blocus de Gaza, pour les Palestiniens, c'est un moyen d'occuper la Palestine sans l'occuper, non, et d'empêcher aux gens qui habitent de vivre pratiquement. Les Israéliens le voient de la manière suivante. En 2005, on a retiré l'armée, on a retiré les colons. Faites ce que vous voulez avec Gaza. Et la réponse qu'ils ont est que Gaza a été utilisé pour renforcer les structures du Hamas, importer des armes, des drones, des missiles et des kalachnikovs. La réaction normale, c'est que quelque chose vient de là-bas, je vais te punir. Les Palestiniens répondent, ce n'est pas vrai. Vous avez mis un blocus qui nous empêche d'avoir accès à l'eau, au matériel de construction, les écoles et tout ça. Et ce débat ne termine jamais. Parce que la narration de chaque épisode, donc tout le monde sait qu'il y a un blocus, tout le monde le reconnaît. Mais la narration autour du blocus est complètement à l'opposé. Et tant qu'on n'a pas une espèce de narration commune et des reconnaissances, chaque épisode, malheureusement, va être vu en isolation par les uns et par les autres pour essayer de convaincre son propre côté. Nous, on est dans le juste, c'est vous qui avez tort. Et en effet, je l'ai dit avant de prendre les autres questions, la grande tragédie, c'est que parmi les deux intellectuels les plus importants, un Israélien et un Palestinien, en regardant les conflits, ils sont arrivés à la même conclusion. Amos Oz, qui est un des plus grands écrivains israéliens, dans ses livres et dans ses entretiens, il dit toujours, c'est une question de right versus right.
les deux côtés ont raison tous les deux. Et comment tu peux résoudre un contentieux quand les deux côtés ont raison tous les deux? Impossible. Et Edward Said, il a toujours dit, on est les victimes des victimes. Les Israéliens sont des victimes, les Juifs sont des victimes, et les Palestiniens sont victimes des victimes. Et quand il parle de lui-même, il dit on est réfugiés des réfugiés. Et malheureusement, tant qu'on a une narration qui puisse aller dans ces sens de reconnaissance mutuelle, je pense qu'on va nulle part. Après, personnellement, on peut partager plus pour la justice de côté de l'autre, la justice d'un côté de l'autre. Et c'est légitime, hein? C'est légitime. Mais de l'extérieur, ça importe peu. Tant qu'il n'y a pas des narrations communes, au moins partagées entre les deux, ça ne va pas s'améliorer d'une certaine manière. C'est une autre excellente question. Le rôle des pays étrangers est, si tu veux, est crucial. Mais pour des raisons politiques, culturelles, religieuses, économiques, il est difficile de faire changer la manière dont la communauté internationale agit, surtout quand il s'agit de la communauté internationale occidentale. Les États-Unis et Israël sont dans une alliance militaire politique depuis des décennies. Elle ne va pas se défaire maintenant. L'Union européenne est un acteur économique hyper important, premier qui donne de l'aide aux Palestiniens et premier partenaire commercial pour Israël. Mais l'Union européenne n'est pas un acteur. C'est 27 acteurs, 26 maintenant, qui doivent décider ensemble quoi faire. Comment mettre d'accord les Allemands avec les Irlandais? Impossible. Et donc, la communauté internationale continue à répéter ces trucs de two-state solution, la seule solution c'est les deux États, tant que tout le monde sait que c'est impossible les deux États. Sur le territoire, c'est impossible. Je ne le voyais pas bien, mais peut-être que David, ensuite, quand il va partager le PowerPoint, ça va fonctionner. Il y a un test d'alerte. Ah, ok. Je pensais que les Israéliens nous surveillent même ici. Non, c'est bon, ça va. C'est vrai, les gars. Les Israéliens surveillent, hein. Mais parce qu'ils ont les moyens de surveiller. Ils ont les moyens de surveiller, donc ils surveillent. Ils surveillent tout. Et puis, quand ils se concentrent sur autre chose qui semble être importante, et la surveillance fait défaut, et c'est sur ça que Netanyahou va tomber, c'est qu'ils n'ont pas vu les 7 octobre arriver. C'est ça le vrai problème de Netanyahou. Netanyahou, lui, des crimes de guerre des Palestiniens, zéro intérêt. Lui, ça l'intéresse comment survivre après une faille énorme dans un système de surveillance qui est le top au monde. C'est ça qui l'intéresse. On va devoir terminer la conférence, mais j'invite tous ceux qui ont des questions de rester. Si vous n'avez pas de cours à 2 heures, vous pouvez rester ici avec notre conférencier qui va vous faire un plaisir de répondre à vos questions. Mais pour tout le monde, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'être là. Merci. Merci. Tu peux la distribuer si tu veux, les étudiants. Par rapport à ce que vous avez dit, donc, en fait, une thèse serait impossible. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui, mais est-ce que vous pensez à une possibilité dans le futur, vu tous les dommages? Donc, ça